Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire dédié à un thème bien spécifique qui est l'anticipation des difficultés financières des entreprises. Nous l'avons préparé au niveau de Cap Industrie justement pour que vous ayez connaissance des interlocuteurs, des conseils, des outils d'accompagnement qui pourraient vous accompagner, vous aider. Pour cela, donc au niveau de Cap Industrie, on a eu la chance d'avoir différents intervenants. Madame Lenoir, qui est la présidente du tribunal de commerce de Compiègne, également vice-présidente de la Conférence générale des juges consulaires. Stéphane Vermu, administrateur judiciaire au sein du cabinet Réagir. Clément Gourdol, responsable de projet au service intervention financière, économique et sociale de la région des Hauts-de-France. Et Aurélien Chevenot, consultant au sein du cabinet Pansart et Associés. Quant à moi, je suis Mathieu Calais, chargé de mission développement industriel pour Cap Industrie. Au niveau du webinaire, il a été conçu, organisé pour vous, dirigeants d'entreprise ou collaborateurs d'entreprise. Donc surtout, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat que vous pourrez retrouver en bas à droite de votre écran. Le webinaire est enregistré et sera diffusé en replay. Vous serez également un mail vous sera également adressé avec différents supports qui viendront compléter les propos de nos intervenants. Je laisse tout de suite la parole pour entrer dans le vif du sujet à Madame Lenoir, du tribunal de commerce de Compiègne. Madame Lenoir, c'est à vous. Votre micro est encore... Merci, Monsieur Calais. Bonjour à tous. Donc, je suis Chantal Lenoir, présidente du tribunal de commerce de Compiègne. L'objectif, effectivement, de ce webinaire, c'est de présenter les différentes possibilités qu'en qualité de chef d'entreprise, vous pouvez avoir pour anticiper les difficultés financières de vos entreprises. Je vais commencer tout d'abord par vous présenter les missions d'un tribunal de commerce, quel qu'il soit. Nous ferons ensuite un focus sur le traitement des difficultés des entreprises. Les missions d'un tribunal de commerce sont diverses. Vous avez la formalité des entreprises que nous connaissons tous avec le registre du commerce, le registre du métier et le dépôt des comptes. Évidemment, un tribunal de commerce est là également pour la résolution des conflits, soit de façon contentieuse, par assignation en audience et un jugement, soit à l'amiable. Alors, nous appelions ça jusqu'à fin d'année dernière les MARD. Maintenant, ça s'appelle l'ARA, audience de règlement amiable. Et ensuite, nous avons le traitement des difficultés des entreprises, préventivement ou par le parcours aux différentes voies de traitement des entreprises en difficulté, allant des plus légères jusqu'à la liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce, il faut le rappeler, est un service public gratuit qui a pour but le maintien de l'ordre économique. Passons au traitement des difficultés des entreprises. Nous allons nous attarder un peu sur la prévention. La prévention des difficultés des entreprises se situe effectivement, se règle, oserais-je dire, au tribunal de commerce, par bien souvent une demande spontanée de rendez-vous du chef d'entreprise qui souhaite exposer ses difficultés, ou alors par l'invitation des juges de la prévention, c'est-à-dire la cellule au sein du tribunal de juges qui prennent sur leur temps pour faire de la prévention vis-à-vis des chefs d'entreprise. Lorsque vous êtes amené à les rencontrer, vous pouvez leur exposer votre problématique, ils sont là pour vous écouter et eux vont être là pour éventuellement vous proposer des solutions. Dans les solutions que nous avons des possibilités qui restent des solutions dites confidentielles, d'autres qui ne le seront plus lorsque l'on va passer sur la sauvegarde, le RJ ou la liquidation. L'objectif étant avant tout de développer pour nos juges et pour notre réseau économique la prévention et accompagner les entreprises le plus tôt possible. Effectivement, il est bien souvent dit que les tribunaux de commerce ne s'occupent que des défaillances. C'est faux. Nous sommes amenés à régler aussi un certain nombre de litiges. Les procédures amiables, comme je viens de l'évoquer, comme le mandat ad hoc ou la conciliation, présentent un certain nombre de vertus et peuvent aider effectivement l'entreprise à passer des moments compliqués et leur permettre effectivement de rebondir. Ces procédures sont donc confidentielles et elles sont efficaces. Maître Vermu vous en parlera plus en détail s'il le souhaite.
Concernant la prévention, comme il est indiqué, 80% des entreprises ayant profité d'une procédure de prévention ont trouvé une sortie positive. Ça n'est pas anodin et plusieurs pistes sont possibles en fonction de la situation de l'entreprise. L'invitation, comme je le disais tout à l'heure, par les juges de la prévention, ce qui est confidentiel, il ne faut pas évidemment être en cessation des paiements, et cela concerne essentiellement des difficultés économiques ou financières avérées ou prévisibles, suivies d'un progrès. Le mandat ad hoc, lui aussi, est confidentiel. Il ne faut toujours pas être en cessation de paiement. Il faut rencontrer, là encore, des difficultés économiques, financières avérées, et la résolution de cette difficulté se fera par le biais d'un mandataire. Nous avons également la conciliation. La conciliation est également confidentielle. Il ne faut pas être en cessation des paiements ou ne pas l'être depuis plus de 45 jours. Elle concerne également les mêmes difficultés économiques, financières, avérées ou prévisibles, avec un accord amiable avec les principaux créanciers négocié avec un conciliateur. Après, nous parlerons, si vous le souhaitez, des procédures qui sont dites non confidentielles comme la sauvegarde, l'ARJ ou l'ALJ. Il faut avant tout, lorsque le chef d'entreprise identifie des difficultés actuelles ou à venir, ne pas hésiter à prendre rendez-vous au tribunal de commerce. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que les entreprises vont mal et que nous prévoyons une hausse très significative des défaillances pour 2025 qui devrait dépasser les 65 000 entreprises. Nous étions à peu près à 35 000, entre 35 et 38 000 sur 2024. C'est dire si effectivement le tissu économique va être gravement touché. Nous constatons bien souvent que les entreprises qui disparaissent ne se sont pas la plupart du temps adressées aux bons interlocuteurs ou n'ont pas voulu regarder la vérité en face et la traiter. L'optimisme dont tout chef d'entreprise est convaincu conduit parfois à une certaine forme de déni. Tant que ce cap n'est pas passé, il garde l'espoir de considérer que le soleil brillera mieux demain. Or, une perte de marché, un client défaillant, un banquier qui vous lâche sont autant de raisons de prendre attache avec le tribunal de commerce. L'anticipation est une compétence cruciale pour un chef d'entreprise. Elle lui permet de prévoir les tendances du marché, mais aussi d'identifier les opportunités et les risques potentiels et d'élaborer des stratégies appropriées pour naviguer dans un environnement commercial en constante évolution. Nous avons des armes pour vous aider. Il existe par exemple un autodiagnostic de l'état de santé de votre entreprise. Monsieur Calais vous le transmettra. Si vous répondez positivement à 5 des questions, prenez rendez-vous. Les juges de la prévention sont là pour vous écouter et pour vous proposer éventuellement des solutions. Alors, voilà ce que je pouvais vous expliquer. Maintenant, si vous avez des questions, je suis à votre disposition pour y répondre. Pas encore de questions, Madame Lenoir, elles vont certainement venir par la suite. Au fil de l'eau. Stéphane, alors sur les procédures amiables. Merci Mathieu, merci Madame la Présidente. Le thème qui m'a été confié s'intitule donc les procédures amiables, mandat ad hoc ou conciliation. Et Mathieu, je ne sais pas si tu peux remettre le diaporama de Madame la Présidente où sous figurent les différentes procédures, ça pourra m'aider en cours de présentation. Ce que je voulais donc rappeler à tout le monde, c'est que, comme l'a très bien dit Madame la Présidente, un tribunal de commerce, c'est un endroit où les entreprises et leurs dirigeants peuvent venir se mettre à l'abri des poursuites, des créanciers. Le tribunal de commerce, c'est en fait un refuge dans lequel le chef d'entreprise va pouvoir souffler et reprendre une bouffée d'oxygène avant de repartir d'un meilleur pied. Et c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête, puisque c'est avant tout pour aider les entreprises et leurs dirigeants à passer des caps difficiles. Le thème donc qui m'est confié, c'est les procédures amiables. Et les procédures amiables, il y en a 2. Ça s'appelle le mandat ad hoc et la conciliation. A contrario, des procédures collectives que sont la procédure de sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire. Procédure amiable, ça veut principalement dire procédure confidentielle.
et procédures qui se déroulent sous l'égide de la présidente du tribunal de commerce. À l'inverse des procédures collectives qui, elles, font l'objet de publicité légale, très schématiquement. Lorsqu'une entreprise est placée en procédure de sauvegarde ou en procédure de redressement judiciaire pour ce qui nous concerne principalement, eh bien, vous trouvez un avis de publicité dans Picardie la Gazette pour ce qui nous concerne ici, ou d'autres journaux officiels du même registre. Et donc, c'est collectif, c'est officiel, tout le monde en a connaissance, c'est aussi publié au BODAC. À l'inverse, les procédures de mandat ad hoc et de conciliation sont tout à fait confidentielles et n'en ont connaissance que ceux que le dirigeant et le mandataire ad hoc ou le conciliateur ont décidé de mettre autour de la table. Alors Stéphane, je me permets une question. Comment ça fonctionne concrètement déjà pour te solliciter ou l'un des homologues? Et puis ensuite, la conciliation, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot? Est-ce que je peux en profiter pour essayer de renégocier mes prêts bancaires si la charge de remboursement est trop élevée? Quelle est ta mission dans le cadre de ces dispositifs judiciaires? Alors, première réponse, moi je dis pas mandat ad hoc ou conciliation, c'est un peu comme entrée ou dessert. Et dans le tribunal de commerce, c'est entrée et dessert, c'est-à-dire le plus souvent possible, on démarre par le mandat ad hoc et on finalise par la conciliation. Pourquoi? Parce que le mandat ad hoc, c'est vraiment la procédure la plus light. Je disais tout à l'heure, procédure amiable, procédure confidentielle, et bien, c'est très simple de demander l'ouverture. Si on reprend, c'est l'article L611-3 du Code de commerce, et c'est la procédure donc la plus light, qui vient nous dire le président du tribunal peut, à la demande d'un dirigeant, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Point. C'est aussi simple que ça. Le mandat ad hoc, c'est vraiment la porte ouverte au chef d'entreprise pour l'aider à traiter ses difficultés. Le plus souvent, lorsqu'on démarre directement en conciliation, c'est quand il y a un état de cessation des paiements. Mais je crois que le sujet, c'est juste de retenir que les procédures amiables, ce sont des procédures qu'on pourrait qualifier d'homéopathiques, et les procédures collectives sont des procédures plutôt chirurgicales. Et c'est pour ça que je disais entrée et dessert, puisque l'idée, c'est dans tous les cas de démarrer avec la plus homéopathique possible, qui est le mandat ad hoc. Donc ça, c'était pour vraiment repréciser que c'était très simple, très facile d'accès, une simple requête, au besoin même par un CERFA disponible sur Internet. C'est mieux si c'est rédigé par un avocat, bien évidemment, mais si jamais le dirigeant se sent paniqué seul, il peut tout simplement télécharger un CERFA, le remplir, le déposer. C'est un entretien qui n'est pas devant le tribunal, mais devant le président du tribunal, dans son bureau, en toute confidentialité et en toute discrétion. Donc vraiment, c'est homéopathie. Il vaut mieux y aller, poser des questions, ressortir en disant finalement j'en ai pas besoin, mais au moins j'ai purgé ce sujet de ma tête, plutôt que d'attendre que les problèmes gagnent, que la maladie gagne, et de passer directement en procédure chirurgicale. Alors après, pourquoi y faire, Mathieu, pour répondre à ta deuxième question, globalement, on peut tout imaginer. Ça permet de discuter avec la communauté des banques, la communauté financière, ça peut permettre de discuter avec des fournisseurs, avec des créanciers fisco-sociaux, avec des associés, avec des salariés. Ça peut permettre d'organiser un adossement capitalistique, c'est-à-dire l'entrée d'un investisseur dans des périodes de turbulence de trésorerie. Avant de revenir sur chacun de ces items, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la seule difficulté de l'amiable, qui en théorie n'en est pas une, mais en pratique est très fréquente, c'est qu'il faut pouvoir disposer, à l'image d'une voiture, d'un tableau de bord qui fonctionne. Et malheureusement, on constate que trop nombreux sont les chefs d'entreprise qui pilotent leur entreprise sans avoir de compteur de vitesse, sans mesurer mensuellement les performances en termes de résultats, sans prévoir à horizon X mois l'atterrissage de trésorerie. Et finalement, ce qui nous empêche d'avancer efficacement ou qui nous ralentit dans nos interventions en mandat ad hoc et ou en conciliation, c'est l'absence de tableau de bord au jour de notre désignation. Et dans ces cas-là, nous sommes obligés de faire débuter la mission par l'établissement de ces documents, puisque c'est la base qui nous permet, sur l'appui de laquelle on travaille et qu'on va bâtir des solutions. Alors, pour donner des exemples précis, par exemple, je suis chef d'entreprise, mon banquier vient de me dénoncer mon découvert et j'ai 60 jours pour le rembourser. Je n'ai pas les moyens de le rembourser.
eh bien, plutôt que d'attendre que le montant du découvert tiré que je ne sais pas rembourser soit exigible et que je me retrouve en état de son dépaiement, eh bien, je peux anticiper en mandat ad hoc, en conciliation, pour instaurer des discussions avec le banquier et lui demander de bien vouloir accepter un délai de plusieurs mois ou plusieurs années pour rembourser en toute confidentialité ce découvert dénoncé devenu exigible, autrement que dans le cadre d'une procédure collective. Ça peut aussi être, c'est le grand sujet du moment et tout le monde voit ça dans de nombreux articles, le sort des PGE. J'ai souscrit des PGE pendant le Covid, je n'arrive plus à les rembourser à bonne date, ou je sens, le mieux c'est pas je n'arrive plus à rembourser à bonne date, le mieux c'est de dire mes prévisions de trésorerie montrent que dans 2 mois ou 3 mois, je ne vais pas réussir à faire face à mes échéances de PGE, et donc j'anticipe ces 2 ou 3 mois de difficultés à venir, en demandant, dans le cadre d'un mandat ad hoc, au banquier de bien vouloir reprofiler, rééchelonner, rallonger les durées restantes de mon PGE pour en diminuer le montant des mensualités. Ça peut aussi être de discuter avec un crédit bailleur. Je pense tout de suite, par exemple, au cas très fréquent du transporteur. Le transporteur, c'est moins votre cas vous, mais le transporteur qui a toute sa flotte de camions en crédit bail, il n'arrive plus à faire face tous les mois aux échéances de crédit bail et on va ouvrir une procédure de mandat ad hoc. On va demander au crédit bailleur pendant un certain temps de ne lui payer par exemple que 25 ou 30% des échéances de crédit bail, le temps de retrouver un ballon d'oxygène et de repartir du bon pied. Quand je disais tout à l'heure, pour le court terme, pour le PGE, pour l'emprunt bancaire classique, eh bien on peut imaginer, comme pour le crédit bail, pendant X mois, ne rembourser que le montant des intérêts et de différer, de reporter à plus tard le remboursement de la part en capital, qui est la part la plus importante, de la même manière, pour permettre à l'entreprise de retrouver un ballon d'oxygène qui lui permette de garder la tête hors de l'eau. Je donnais le cas du crédit bailleur pour les transporteurs, c'est la même chose, par exemple, pour une entreprise qui aurait, dans votre secteur d'activité, renouvelé son parc de machines, qui n'aurait pas réussi à avoir accès à un financement bancaire classique, qui aurait eu accès à un financement au crédit bail, c'est le même raisonnement. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que tout ce qui est banque, prêt, PGE, court terme, découvert, tout ce qui est crédit bail, donc tout ce qui est créance de nature financière, eh bien, par exemple, ce que l'on arrive à faire dans des procédures de mandat ad hoc et ou de conciliation, c'est pendant 6, 12, 18 mois une pause dans les remboursements, et puis après un redémarrage sur des périodes allongées pour que les mensualités soient réduites et qu'elles soient plus digestes à une baisse d'activité subie, à une hausse de coût des matières premières ou de masse salariale qui aurait dégradé les marges. Donc ça, c'est vraiment pour la partie banque, établissement de crédit bail. Pour ce qui est, par exemple, autre sujet, mais tout ça peut se combiner, on peut tout faire en même temps, les fiscaux sociaux, je n'arrive plus à payer mes parts patronales de l'URSSAF ou je n'arrive plus à payer ma TVA, j'ai 1 ou 2 ou 3 mois de retard, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, de la même manière que pour le découvert qui était dénoncé tout à l'heure, plutôt que d'attendre les saisies de l'URSSAF, plutôt que d'attendre les avis à tiers détenteurs du Trésor public, eh bien, dans le cadre d'un mandat ad hoc ou d'une conciliation, avec l'aide du mandataire ad hoc et ou du conciliateur, le tout sous l'égide de la présidente du tribunal, eh bien, je vais demander à ces créanciers, le plus souvent réunis au sein de la CCSF, la commission des chefs de services financiers, vous avez déjà dû entendre ce terme, je vais leur demander de bien vouloir m'étaler cette somme d'impayés sur plusieurs mois ou plusieurs années pour éviter d'avoir à les payer immédiatement, me retrouver en état de son dépaiement et de basculer en procédure collective. Ça peut être la même chose avec un fournisseur. Mais après, comme je vous l'ai lu, c'est vraiment la mission dont le président détermine le contenu, donc tout est possible. Il nous arrive d'essayer de régler des différends entre associés, il nous arrive parfois d'essayer de régler des différends entre certains salariés et leur employeur. C'est vraiment les procédures amiables, j'ai envie de dire, tout y est possible, à condition de savoir mesurer ce dont on a besoin pour s'en sortir sans passer par la phase procédure collective. Et moi, le plus souvent, la première question que je pose aux dirigeants, c'est de lui dire en rendez-vous, écoutez, dites-moi ce dont vous pensez avoir besoin et je vais vous dire quels sont les outils que j'ai à ma disposition pour vous aider à y parvenir. Bien évidemment, tout ça se fait dans le cadre d'une vision globale. Si par exemple j'ai un groupe avec une société holding, 2 sociétés d'exploitation, 2 SCI, on va englober tout ça pour que chacun fasse des efforts équilibrés qui servent le même intérêt. Il n'est pas question, par exemple, comme on le voit souvent,
d'aller demander des délais aux créanciers fiscaux sociaux ou d'aller demander des délais importants à des banques si en parallèle, eh bien, il y a de gros loyers qui sont réglés à une SCI du groupe. Et bien, dans ces cas-là, il faudra aussi mettre les banquiers de la SCI dans le tour de table, autour de la table des négociations, et on va reprofiler, on va renégocier, on va retraiter de la même manière le prêt qui a servi à acheter la presse du prêt qui a servi à acheter l'ensemble du mobilier dans lequel l'entreprise est installée. Mais voilà, le plus frustrant pour nous dans notre quotidien, c'est pas d'aller aux négociations avec les banques, c'est pas d'aller aux négociations avec les créanciers fiscaux sociaux, puisque tout ce monde-là, globalement, tous ces acteurs sont là pour aider le chef d'entreprise. Le plus difficile pour nous, c'est de disposer d'une documentation financière qui soit tenue en temps réel, qui soit précise et qui nous donne des perspectives. C'est-à-dire qu'on sache se dire, mais voilà, si monsieur le banquier, madame la créancière financière, et si tel fournisseur m'accorde telle et telle facilité de paiement, eh bien regardez, ma trésorerie va repasser dans le vert. Je vais passer le cap difficile qui s'annonce par exemple cet été, puisque l'été est toujours un mois de sous-facturation, et ma rentrée de septembre se passera bien. Et grâce à ça, je serai toujours là en 2026 et je continuerai à être un acteur du territoire. Donc, pour résumer, c'est pas mandat ad hoc c'est pas mandat ad hoc ou conciliation, c'est bien mandat ad hoc et conciliation. L'idée étant de négocier en mandat ad hoc et de formaliser en conciliation. Je vous donne un exemple un exemple particulier, c'est-à-dire qu'en mandat ad hoc, on doit forcément faire consensus. En conciliation, on est là pour formaliser sous la forme d'un protocole, un protocole de conciliation, ce qui a été négocié en mandat ad hoc. Et parfois, vous allez avoir tel ou tel créancier qui va pas vouloir jouer le jeu, qui va dire pour des raisons qui lui appartiennent, peut-être parce qu'il préfère aider un de vos concurrents, mais qui va dire, mais non, moi, je ne vais pas vous octroyer le moratoire de 24 mois que vous me demandez sur telle facture impayée, parce que je ne suis pas d'accord. Et si à côté de tous les autres créanciers sont d'accord, eh ben, la présidente du tribunal que vous avez autour de la table aujourd'hui a, elle, des pouvoirs particuliers qui peuvent notamment lui permettre d'imposer des délais à des créanciers qu'elle considérerait comme récalcitrants. Et ça peut aller, par exemple, jusqu'à 24 mois in fine. Autrement dit, si j'ai 5 créanciers autour de la table, 4 qui sont d'accord, 1 qui n'est pas d'accord, eh bien, la loi donne pouvoir à la présidente d'imposer des délais au 5e pour vous aider à sortir de vos difficultés. Pardon Stéphane, on a une première question que je vais poser, mais avant Clément souhaitait apporter un complément ou une question ou une remarque. C'est plutôt une question à destination de Stéphane. Peut-être préciser à la communauté des chefs d'entreprise qui nous écoutent comment est circonscrite ta mission en tant que mandataire ad hoc et conciliateur par rapport à une mission d'administrateur judiciaire, parce que souvent dans le discours de certains chefs d'entreprise, il y a parfois une confusion et ils pensent qu'en procédure amiable, donc dit confidentielle, le mandataire ou le conciliateur peut avoir les mêmes attributions que l'administrateur judiciaire et donc administrer l'entreprise, ce qui n'est pas le cas. Voilà, c'était juste que tu apportes cette précision-là. C'est tout à fait ça. Exactement. En fait, de manière générale, je dis toujours aux chefs d'entreprise que, sauf cas très exceptionnels qui arrivent moins de quelques fois par an, l'administrateur judiciaire en aucun cas n'est là pour remplacer le chef d'entreprise. C'est pas l'administrateur judiciaire, même en procédure collective, qui va aller serrer la main tous les matins aux salariés de l'entreprise. L'administrateur judiciaire, il est là comme le président du tribunal pour donner son avis à un dirigeant en toute objectivité, avec le recul qui est le sien. L'avantage de l'administrateur judiciaire, c'est que il a pour principal client, si vous me permettez l'expression, le tribunal lui-même, et que l'entreprise en difficulté qui vient le solliciter n'est pas le vrai client de l'entreprise. Le dirigeant, et je crois que ça va rejoindre un peu la question que je vois sur le chat, l'administrateur judiciaire, il est là pour œuvrer à la demande du tribunal au maintien de l'activité, des emplois et autant que de possible à l'apurement des dettes. Et donc, encore plus, tu as raison, mon Clément, encore plus en mandat ad hoc et en conciliation, l'administrateur judiciaire n'a aucune vocation à être physiquement présent dans l'entreprise, à être vu. Il est là pour travailler dans l'ombre et essayer, par son expérience, de résoudre les difficultés. Il est, en procédure collective, il est depuis longtemps d'usage que l'administrateur judiciaire se déplace toujours dans l'entreprise pour voir de quoi il s'agit.
Ça n'était pas l'usage, ou ça n'est pas l'usage en mandat ad hoc conciliation, mais moi je le fais systématiquement, au moins une fois, pour voilà, avoir bien en tête à quoi ressemble l'entreprise, comment elle est structurée, comment elle est organisée. Parfois, ça se fait le week-end quand le dirigeant ne veut pas que les salariés le voient. Mais c'est vraiment important de voir, mais pour autant, il faut être le moins vu possible. Et donc, par exemple, pour répondre très clairement et peut-être plus pragmatiquement à ta question, Clément, si en redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire co-signe les règlements de l'entreprise au quotidien, ça n'est absolument pas le cas ni en mandat ad hoc, ni en conciliation, où le dirigeant garde la parfaite maîtrise de son carnet de chèques et de son compte en banque. Le mandataire ad hoc, le conciliateur, formule des recommandations, donne des conseils, donne des propositions, des préconisations. Et ce qui est important de rappeler, c'est que le dirigeant, et Madame la Présidente l'a très bien dit juste avant moi, le dirigeant n'est jamais obligé de faire. C'est-à-dire que nous, on lui dira, si nous étions à votre place, nous ferions ceci, nous ferions cela. Maintenant, libre à vous de le faire. Et puis, libre à vous, si vous ne voulez plus, de demander immédiatement la fin de la procédure de mandat ad hoc ou de conciliation, puisque le dirigeant a toute liberté pour le faire à tout moment, s'il estime qu'il n'en a plus besoin ou qu'il est en désaccord avec les recommandations qu'il fait. Mais en pratique, tout ça n'arrive que très peu souvent. Et il est très rare que le trio président du tribunal, chef d'entreprise et administrateur judiciaire soient en désaccord sur la feuille de route à tenir. On a donc une première question de Véronique. Quid des difficultés financières dues à des remontées de dividendes à l'actionnaire qui freinent les investissements dans l'outil de production, l'outil de travail? Je dirais qu'il y a deux cas de figure. Il y a l'entreprise qui voit des remontées de dividendes qui lui empêchent de faire face au paiement de ses charges courantes et qui la pousse vers le mur des faillites. Et puis, il y a l'entreprise qui est à jour de toutes ses obligations, qui a un actionnaire qui a simplement envie d'utiliser les fonds autrement que ce que voudrait faire le management. Ce deuxième cas ne me concerne pas trop. Ce que je peux juste dire, c'est que remonter des dividendes et ne pas payer ses charges courantes, ne pas payer ses emprunts, ça relève principalement de la faute de gestion. Et là, on sort pour le coup complètement des procédures amiables et préventives et homéopathiques et confidentielles. Mais c'est sûr que ça arrive, ça arrive que des entreprises ou des actionnaires préfèrent prélever des dividendes plutôt que payer leurs charges courantes, mais c'est un peu, j'ai envie de dire, hors cadre aujourd'hui. Là, on se rapproche beaucoup plus des procédures collectives et le cas échéant du petit nombre de sanctions qu'il peut y avoir. Absolument. On est sur un autre périmètre dans ce cas-là. Pardon Mathieu, juste pour aller au bout, il y a la remontée de dividendes aujourd'hui qui permet qui permet quand même de payer les charges courantes aujourd'hui. Ça, c'est minimum. Après, si c'est remonter des dividendes aujourd'hui et avoir une impasse de trésorerie dans 3 mois, pour moi, c'est la même chose. Ce que je veux dire, c'est que je peux remonter 100 000 euros de dividendes aujourd'hui si je ne vois pas de difficultés à venir au cours des prochains mois, aux prochaines années. Si remonter 100 000 euros aujourd'hui amène une contrainte, une insuffisance de cash au mois de mai, là, il y a un vrai sujet, à mon avis. Oui, et si ces remontées de dividendes freinent le réinvestissement, c'est malheureusement un choix de l'actionnaire. Oui, choix sur lequel on ne peut pas intervenir. Exactement. Après je me permets d'intervenir. Tout dépend le scénario dans lequel ces dividendes sont remontés. Parce que si les dividendes sont remontés à une holding de tête qui est elle-même endettée parce qu'elle a souscrit une dette senior, ça peut aussi s'expliquer ces remontées de dividendes. C'est vrai. Et ça peut effectivement avoir des conséquences néfastes sur la société d'exploitation qui est en dessous. Mais parfois, le dirigeant a l'obligation de faire remonter pour pouvoir être à jour au titre de ses engagements vis-à-vis de ses banquiers sur la holding de tête. Après, il y a plein de scénarios possibles. Voilà. Peut-être qu'Aurélien, tu pourrais rappeler, plus à toi de le faire, mais le bon contexte de remontée de dividendes. Oui, bonjour à tous. Le choix de la remontée de dividendes, c'est vrai que c'est un choix qui est libre pour les actionnaires. Par contre, le droit prévoit quand même une observation des remontées de dividendes dans le cas où on constatait après des difficultés. C'est le principe de la période suspecte et de la définition de la date de cessation des paiements. Si l'entreprise devait aller le 31 mai déposer son bilan au tribunal ou ouvrir des procédures qui demandent des aménagements, alors que 2 mois avant, elle a remonté des dividendes qui étaient
dans l'hypothèse de pas vu, pas pris, on remonte des dividendes et puis après on se fait aider par des partenaires, le tribunal est en droit de qualifier la date de cessation des paiements et de la faire remonter, non pas au 31 mai, mais au 15 février. Donc, et ça, après, ça appelle des sanctions de faute de gestion ou d'autres choses. Mais du coup, peut-être pour rassurer la personne qui a écrit cette question, ça n'existe pas le pas vu, pas pris. C'est que on vide pas une entreprise pour ensuite aller déposer un bilan. Ils devraient répondre de leurs actes. Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Je vous propose de poursuivre, puisque sur le sujet des webinaires, c'était aussi la présentation des outils, dispositifs d'accompagnement par ton intervention, Clément, puisque la région propose en complément aussi des dispositifs de consolidation financière pour permettre la pérennité de l'activité économique le temps que de revenir sur un modèle d'exploitation pérenne. Merci Mathieu, merci à tous. Alors, je vous rassure, je ne vais pas faire un déroulé de toutes les caractéristiques de nos dispositifs parce que ça risque de pas être pertinent. En revanche, Mathieu, à l'issue du webinaire, vous remettra un document qui précise tout ça. L'idée de la prise de parole, c'est plus de vous expliquer un peu la philosophie d'intervention de la région sur des entreprises dites en retournement, en difficulté ou en rebond. En préambule, juste dire que la région Hauts-de-France est l'une des seules régions en France à être dotée d'un service qui est dédié à l'accompagnement des entreprises en difficulté. Donc on est 5 personnes qui opèrent sur l'ensemble du territoire de la région pour justement venir assister, aider, accompagner les entreprises qui sont en difficulté, quel que soit, je dirais, leur stade de vie, quelle que soit leur taille, et quel que soit le secteur d'activité, même si vous comprendrez que on n'est que 5 et donc qu'on a quand même aussi l'obligation, de par les choix qui sont faits par notre exécutif, d'accompagner les dossiers à enjeu fort d'un point de vue social, d'un point de vue économique ou d'un point de vue structuration de filière. Pour autant, on ne s'empêche rien. C'était vraiment ça le message que je voulais faire passer. C'est une équipe qui a de l'expérience en la matière, puisque on a un peu plus de 10 ans ou 15 ans d'expérience sur ces thématiques-là. Grâce à ça, on a créé un écosystème avec les acteurs du monde économique, financier, judiciaire, qui nous semble être pertinent et favorable pour faciliter l'aide qu'on peut apporter aux chefs d'entreprise. Et donc, de cela, on a essayé de cette force-là a été décliné en dispositif. Donc, effectivement, on a des dispositifs d'intervention dans les entreprises, TPE, PME, ETI, qui prennent la forme de prêts dont le montant oscille entre 50 000 euros et plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, on a une capacité d'intervention à pouvoir accompagner les entreprises qui sont en recherche de financement. Évidemment, on ne peut pas être, nous, en tant que collectivité, seuls à vous accompagner et on est plus fort à plusieurs que tout seul. Donc, nous, on a cette volonté de pouvoir vous aider à inciter vos autres partenaires à croire dans le projet de redressement que vous êtes en train de constituer. Et donc, on est souvent à côté de vos partenaires historiques que sont vos banquiers, mais également vos actionnaires. Donc, globalement, vous dire, on a une capacité d'intervention sous forme de prêt. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, un peu moins connu, c'est notre capacité à pouvoir garantir des prêts. Et souvent, lorsqu'on est face à des difficultés, on peut avoir parfois tendance à ce que la confiance de vos partenaires ait été impactée par vos mauvaises performances et vos partenaires bancaires ont besoin d'être sécurisés sur des financements qui sont susceptibles de vous consentir. Et donc là, on a des outils permettant de garantir vos partenaires bancaires, leur permettant ainsi de faciliter leur prise de décision.
On a des garanties chez notre partenaire, que vous connaissez tous, la Banque publique d'investissement, mais on a également une société qui s'appelle le FRG, dont est actionnaire la région, qui intervient sur des garanties de prêt. Et la particularité des outils de garantie qui sont mobilisés par le FRG, c'est qu'on peut intervenir sur des ETI, alors que les outils de garantie de la BPI ne vont que sur des PME parce que c'est la réglementation européenne qui leur impose ça. Donc voilà, donc on a essayé par le biais de ces deux outils, de couvrir le champ des possibles en termes de taille d'entreprise. Autre solution, alors c'est une solution un peu plus confidentielle, on va dire, c'est-à-dire qu'il peut y avoir beaucoup de candidats mais peu d'élus, c'est ce qu'on appelle la solution en fonds propres. Donc on a aujourd'hui, avec l'UMM d'ailleurs, des actions au sein d'un fonds qui s'appelle le fonds Reboost et qui intervient sur des entreprises qui sont, j'ai bien dit, en rebond. Évidemment, le fait d'aller chercher des solutions en termes de fonds propres, elles sont souvent utiles aux entreprises qui malheureusement ont vu leurs capitaux se dégrader au regard de leurs difficultés et ont besoin à un moment donné de faire en sorte que leur situation bilancielle soit améliorée si elles veulent retrouver la confiance à la fois de leurs partenaires financiers mais également de leurs clients et de leurs fournisseurs. Donc ça, c'est une solution qui peut être explorée. L'idée, voilà, c'était de vous dévoiler les différents outils de manière très grossière, sachant que vous pourrez rentrer dans le détail avec les documents qui vous être transmis après le webinaire. Évidemment, vous avez la possibilité de m'appeler en direct pour des questions beaucoup plus précises, et ce n'est pas l'objet évidemment du webinaire. Et vous dire aussi qu'au-delà de l'accompagnement financier, il y a aussi un accompagnement dans le conseil, à la fois sur le plan humain, parce qu'il ne faut jamais oublier que le chef d'entreprise, c'est aussi un humain et il a besoin parfois même, tout le temps d'être écouté, parce que souvent isolé face à la difficulté. Donc, tous les échanges que nous, on peut avoir avec un chef d'entreprise, ils sont confidentiels, parce que de par notre statut de fonctionnaire, on est soumis à la confidentialité, au respect de cette confidentialité-là. Et au-delà de cet accompagnement humain, il y a surtout cet accompagnement technique et aussi le fait qu'on ait capitalisé beaucoup d'expérience sur plein de dossiers fait qu'on peut aussi vous délivrer un certain nombre de solutions pour éviter les écueils que d'autres ont commis malheureusement avant vous. Donc il ne faut jamais minimiser ça parce que l'expérience capitalisée, elle peut aussi, que nous on a capitalisé, peut aussi vous servir dans les choix que vous devez opérer pour essayer de basculer dans une dynamique plus favorable. Et j'en terminerai là-dessus. On prend souvent les difficultés sous l'angle financier, mais j'ai envie de dire que c'est la conséquence et ce n'est pas les causes. Et nous, notre travail au quotidien, c'est essayer aussi de vous challenger sur les raisons qui font qu'on a été et qu'on est encore confronté à des difficultés et d'essayer de vous aider à vous interroger en vous posant les bonnes questions sur qu'est-ce qu'il serait nécessaire de faire pour pouvoir retrouver un modèle économique qui puisse vous assurer une vraie durabilité. Donc, nous, on est là aussi pour faire du conseil gratuit. Et comme disait Maître Vernu, nous, on fait des préconisations. On n'est pas là pour vous imposer quoi que ce soit. On vous fait des préconisations. Vous prenez ce qu'il y a à prendre et vous jetez, entre guillemets, ce qu'il y a à jeter. Mais on est aussi dans ce rôle-là de vous aider à vous challenger et à vous questionner. Ça, c'est le rôle de notre cellule. Et si on veut rentrer plus dans le détail de la réflexion du modèle économique, nous, on a des capacités pour vous aider à réfléchir sur ces modèles économiques en vous mettant en rapport avec des cabinets conseils qui sont là, et c'est leur métier, pour vous aider à construire ou à challenger le projet de restructuration que vous avez mis en œuvre. Ils sont là pour l'interroger, pour le questionner, mais ils sont là aussi pour vous aider à le construire et aussi à le mettre en œuvre. Et j'ai envie de vous dire que la transition est toute faite, puisque là, je passe la main à Aurélien. Aurélien, qui est représentant du cabinet Pensard, qui est un des cabinets avec lequel la région travaille, qui est un cabinet labellisé dans le cadre d'un marché, et qui pourra aussi, au travers d'un certain nombre d'exemples, vous illustrer ce que évidemment le cabinet Pensard est capable de faire, mais ce que nous, collégialement, région et cabinet, on est capable de vous apporter. Merci à tous. Merci Clément et bravo pour la transition. Je te laisse la parole.
directement à Aurélien. Je remets ton slide, Aurélien. Hop, c'est à toi. Merci Clément, merci Mathieu. Donc la partie qui m'a été confiée, c'est identifier et traiter les causes des difficultés pour rétablir durablement la situation. En effet, comme l'a évoqué Clément, les difficultés financières, en fait, c'est vraiment la conséquence et c'est pas les causes. Enfin, ça ne correspond pas aux causes. Et on parle bien d'un traitement. C'est comme si on peut faire le parallèle avec le monde médical. Quand on doit aller il vaut mieux aller chez le médecin quand on se sent fragile et susceptible d'avoir une maladie plutôt que quand on est en urgence absolue et qu'on a fait un infarctus. Donc le propos qu'on va avoir là, c'est de vous montrer le temps nécessaire et la séquence qui peut être déroulée pour diagnostiquer et qualifier l'état de fragilité de votre société. L'anticipation, c'est ça, c'est déjà de porter un œil clair sur la fragilité et la sensibilité de votre société. Et l'anticipation, souvent on dit il faut anticiper, ok, mais qu'est-ce que c'est qu'anticiper? Anticiper, je vais vous le dérouler, mais c'est déterminer un plan de performance avec un plan A, un plan B, un plan C, et peut-être bien un plan L, mais il faut réussir à écrire une séquence qui permet de retrouver de la performance économique. En effet, il y a des dispositifs, il n'y a aucun dispositif qui permet de financer des pertes sur une durée très longue. Donc, l'horizon ne passe que par de la performance économique. Et après, les mesures de financement ou les mesures d'aménagement de dette ne sont que, enfin, c'est ultra important, mais c'est du gain de temps pour retrouver de la performance. Mais ça ne peut jamais alimenter des fuites et des pertes qui ne seraient pas traitées. Donc, je vais aller, j'avance, c'est vrai que j'ai la main. Là, le propos qu'on va avoir, c'est pas de traiter les causes structurelles. En effet, il y a parfois on entend souvent des dirigeants quand on leur pose des questions sur les difficultés qu'ils rencontrent. On peut entendre qu'il y a le Covid, il y a les concurrents étrangers, il y a toutes sortes de causes structurelles. Souvent, ça sert d'explication, mais de toute façon, on ne peut pas y faire grand-chose à l'échelle de la société. Donc, cette explication n'est pas suffisante. En fait, l'enjeu du dirigeant et de son environnement et de l'ensemble des acteurs qui sont autour de cette table est bien de trouver les solutions propres à la société. Et pour trouver les solutions propres à la société, il faut poser le diagnostic clair. Et le diagnostic, il se pose sur trois parties, en fait. C'est de connaître, de définir si le positionnement de la société est bon. Et le positionnement, c'est le terrain de jeu. Le terrain de jeu, on peut parler d'un ring de boxe un peu si c'est dans un environnement concurrentiel. Si on est un poids léger et qu'on monte sur le ring contre un poids lourd, on a beau être super entraîné, on risque d'avoir des difficultés. Donc ça, c'est de définir déjà stratégiquement, est-ce que je monte sur le ring où j'ai 90% de chances de gagner le combat. Ensuite, les ressources stratégiques, c'est justement les ressources propres à la structure. Est-ce que j'ai les moyens de combattre sur ce ring ou sur ce terrain de jeu? Est-ce que j'ai les qualités intrinsèques pour aller me battre sur ce terrain? Et enfin, les méthodes, on peut assimiler ça, je vais vous le détailler après, mais on peut assimiler ça à l'entraînement. Je peux être sur le bon ring, je peux avoir le profil idéal. Toutefois, si j'ai pas appris de nouvelles méthodes au cours des 20 dernières années et que je me comporte encore comme dans les années 2000, il est probable que je ne sois pas assez entraîné et que je n'arrive pas à performer sur mon marché. Donc là, c'est ça que je vais vous détailler un peu des quelques clés d'identification. Encore une fois, c'est des clés d'identification de fragilité. Si on répond au positionnement, qu'on est fragile sur le positionnement, qu'on n'a pas de ressources stratégiques et que nos méthodes sont pas très développées, alors il est clair que toutes les mesures de retournement et les mesures de financement vont être difficiles à mettre en œuvre. Pourquoi? Parce que vos interlocuteurs, que ce soit la région, les tribunaux, les banquiers, à un moment, vous devez les convaincre qu'il y a une porte de sortie, que la performance va revenir.
Et donc, c'est souvent sur ces 3 aspects-là qu'il faut donner un peu de concret. Et on peut avoir au début un positionnement qui est défaillant, on n'est pas sur le bon rythme, mais par contre, il y a des mesures à entreprendre pour aller déplacer ce terrain de jeu. Et donc, c'est là où vous verrez après dans le déroulé que je vais faire assez rapidement, mais les mesures de financement, c'est du temps. Il faut se dire que soit j'ai un plan d'action que je sais mettre en œuvre très vite. Bon, dans ce cas-là, j'ai pas besoin de beaucoup de temps et pas besoin de beaucoup de soutien. Par contre, si j'ai un plan d'action qui est pas très clair, pas très défini, parce que il est compliqué à mettre en œuvre, c'est pas parce que vous ne l'avez pas bien précisé, mais parce que il faut tester le marché, ou parce que votre cycle de production, vous êtes sur des grandes opérations qui s'étalent sur 2 ou 3 ans. Bon, il est clair qu'il faut plutôt prévoir les difficultés 2 ans ou 3 ans à l'avance, en identifiant les fragilités, plutôt que de réagir au dernier moment quand on est coincé en trésorerie. Et ça, les mesures de financement, elles donnent le temps en trésorerie de définir et mettre en œuvre et produire, et que le plan d'action produise ses effets. Mais sans plan d'amélioration de performance, les discussions sont très vite restent à l'état de soutien ou de charité si on veut, mais il faut un plan de performance. Donc si on déroule après, le positionnement, comme je vous disais, le terrain de jeu, là l'idée c'est de vous donner des clés de réflexion. Hein, donc je parlais d'un ring ou d'un terrain de jeu, d'un terrain de foot, c'est le terrain au milieu, l'intensité de la concurrence. Et les questions que vous devez vous poser, c'est est-ce que j'ai un gros pouvoir de négociation avec mes clients? Est-ce que j'ai de l'influence sur mes clients? Est-ce que quand je passe une hausse de prix de 10%, ça fait fuir tout le monde? Ou est-ce que mes clients peuvent accepter cette hausse de prix parce que j'ai une position stratégique dans la filière? C'est la même chose avec les fournisseurs. Est-ce que je suis extrêmement fragile? C'est-à-dire que je m'approvisionne en Chine et du coup, si jamais il y a une augmentation du fret, comme vous avez pu connaître un peu sur les conteneurs, quand le conteneur passe à 20 000 € au lieu de 2 000 €, est-ce que j'ai une possibilité de répercuter ça sur mon prix de vente, ou est-ce qu'au final, je suis extrêmement fragile et je dois supporter cette hausse de coût qui peut être dévastatrice sur mes marges, ou est-ce que j'ai des plans B? Est-ce que j'ai des nouveaux entrants qui peuvent venir batailler, qui nécessitent peu d'investissement finalement, et tous les jours, il peut y avoir un déferlement de concurrence sur mon marché et du coup, je suis assez fragile? Ou est-ce qu'il y a des produits de substitution qui peuvent venir me fragiliser aussi? Encore une fois, on est dans un tissu de PME ou de TI en France. Il y a peu d'entre vous qui doivent être enfin, on n'est pas Apple ou Microsoft. On peut pas être aussi leader sur un marché. Par contre, on n'est pas non plus extrêmement fragile parce qu'on est petit. Il suffit de regarder dans le détail nos relations avec nos clients et nos fournisseurs, où il faut regarder aussi les performances de nos concurrents pour voir si au final, bien que ce soit dur tous les jours, on a une raison d'être sur ce marché et on doit pouvoir réussir à performer. Et donc après, je vous ai mis des questions qui sont un peu générales, mais qui peuvent vous donner déjà un axe de travail. Je prends la deuxième, par exemple. Si on veut définir notre pouvoir d'influence sur nos clients, est-ce que les produits vendus par l'entreprise représentent une part importante des coûts des clients du secteur? Si je traduis ça, par exemple, si vous êtes dans le marché de la cosmétique et que vous faites, par exemple, le packaging, vous savez que pour votre client qui, lui, fait le parfum, par exemple, ou la poudre, le contenant peut coûter cher, alors que le packaging ne représente pas grand-chose potentiellement de son coût de fabrication. Là, vous pouvez d'ores et déjà définir que si demain vous faites passer une hausse de 3, 4, 5 ou 10%, le client pourra absorber cette sensibilité. Alors, c'est pas aussi facile, évidemment, mais en tout cas, ce sera un élément qui sera moins majeur pour lui que si vous représentiez 80% de son prix de revient. Donc, l'idée, c'est que je vous donne des clés de quantification comme ça pour pas tout faire au flair, mais le faire avec des méthodes de jugement. Pareil, si vous avez des produits que vous distribuez à vos clients et vous savez que vos produits font partie intégrante de leur processus de fabrication,
que leur produit final à eux dépend aussi de la conception de votre produit, on peut estimer que qu'ils ont un switching cost, en fait, ils ont un coût de changement de fournisseur qui est hyper élevé, parce que ça mériterait de refaire travailler les bureaux d'études des concurrents, qu'il faudrait revoir peut-être leur ligne de fabrication. Bon, là, vous savez que c'est un critère où, si c'est le cas, vous êtes plus fort que si vous avez un produit qui peut être, s'il le trouve pas chez vous, il le trouve chez deux de vos concurrents, avec des délais tout aussi raisonnables. Voilà. Donc, l'idée, c'est pas de dire, on peut pas tous avoir des produits complètement spécifiques, mais l'idée, c'est de pouvoir juger de votre degré de fragilité ou de sensibilité aux évolutions du marché. Pareil, je prends la question, la clientèle du secteur a-t-elle une rentabilité élevée? Il est clair que si vous distribuez à des clients finaux dans le domaine de la santé, vous savez qu'il y a des marges un peu plus conséquentes que sur des métiers plus bataillés. Bon, ça donne un indice de fragilité qui est moindre que si vous étiez que vous revendiez à des négociants où 2 points de marge étaient très changeants pour eux. Donc voilà, c'est des questions que vous pouvez vous poser. C'est pas pour vous dire est-ce que je vais coincer en trésorerie après-demain, c'est pour vous dire si demain il y a un aléa qui se passe, est-ce que je suis fragile ou est-ce que je peux être robuste? Donc pour les fournisseurs, c'est un peu les mêmes questions, vous pourrez les suivre. C'est l'exemple des approvisionnements grand import, c'est vraiment majeur, c'est que on peut faire de l'import du grand import à condition qu'on puisse faire ajuster nos prix de vente en fonction des aléas qu'on peut avoir sur le coût du fret maritime. Si au final on sait qu'on n'a aucune capacité de répercussion, alors on est extrêmement fragile au moindre impact des tensions géopolitiques sur la chaîne d'approvisionnement. Toujours pour définir aussi vos questions pour savoir si vous êtes fragile ou si vous êtes robuste, la question c'est de savoir de juger vos ressources stratégiques. Est-ce que vos ressources qui vous sont propres, est-ce qu'elles sont durables, est-ce qu'elles sont difficiles à imiter ou est-ce qu'au final ce que vous savez faire est assez répandu? Est-ce que c'est appropriable par l'entreprise? Est-ce que le fonds de commerce il est vraiment chez vous? Je prends l'exemple par exemple qui va parler à tout le monde, mais dans des clubs de foot, on dit que des clubs de foot, c'est pas très rentable, mais les ressources stratégiques des clubs de foot, elles n'appartiennent pas au club finalement, c'est les joueurs, et les joueurs captent le gros de la valeur du marché. Et donc les clubs sont extrêmement fragiles parce que les joueurs ont le pouvoir de négociation vis-à-vis du club. Donc c'est pour vous montrer ça. On peut avoir aussi ces degrés de fragilité, c'est pas des joueurs de foot, mais dans des industries où on a souvent des personnes qui ont une expérience très forte au bureau d'études, qui ont la capacité de conception des produits, qui ont le savoir-faire, on peut être plus ou moins fragile. Et si on sait qu'on est fragile avec une ou deux personnes dans la société, il faut qu'on anticipe bien avant le plan le plan B ou le plan de diffusion, d'apprentissage, de culture au sein de la structure. Et donc, le degré de fragilité, en fait, on est fort quand on a des ressources clés et un positionnement clé qui nous permettent d'avoir un avantage compétitif suffisamment important et suffisamment durable. Après, j'en reviens au début, on peut être sur le bon terrain, on peut avoir le bon profil. Donc, globalement, quand on est sur le bon terrain et qu'on a le bon profil, ça peut parfois nous permettre d'être un peu moins entraînés. N'empêche qu'on doit pouvoir exécuter le modèle de manière performante. Et ça, vous pouvez le regarder sur vos différentes fonctions commerciales, bureau d'études, production, marketing. Et pour vous donner un exemple concret, on peut parler aussi du marketing et du commercial. Par exemple, dans le bâtiment ou dans l'industrie, on voit parfois des dirigeants d'entreprise qui se disent mes prix sont bas, mes concurrents font encore 10 ou 15% plus bas que moi. Enfin, ils proposent des prix qui saccagent le marché et donc mes concurrents vont tuer le marché et moi je peux pas descendre plus bas. Je peux vraiment pas descendre. Et en fait, ça c'est souvent une question de méthode parce que si on fait regarder aux dirigeants la performance globale de ses concurrents qui proposent des prix 20% plus bas qu'une PME ou ETI, on voit que le concurrent peut être performant bien qu'il propose des prix extrêmement offensifs.
Et donc là, c'est un sujet de méthode, ça peut être un sujet de ciblage de clients, ça peut être un sujet de prospection de clients, ça peut être un sujet de pricing, où parfois on applique des coefficients de structure qui viennent nous gonfler les prix de vente, mais ça pourrait être un problème de calcul. Et donc ça, c'est ça, quand on parle de méthode, c'est ces points-là qu'il faut regarder en détail et regarder notre paysage concurrentiel pour voir si au final, dans notre métier, il y a des structures qui s'en sortent bien ou pas, parce que s'il y a des concurrents qui s'en sortent, alors vous pouvez, en modifiant certains paramètres, vous en sortir. Et donc, la clé sur ces méthodes-là, c'est d'avoir du pilotage et du tableau de bord. Stéphane Vermu a parlé tout à l'heure d'un tableau de bord ou de dirigeants qui peuvent conduire leurs opérations, mais sans compteur de vitesse. Il est clair qu'il faut pas attendre le bilan ou la situation de trésorerie pour juger des difficultés. Par exemple, un métier où on fait des devis dans le bâtiment ou dans l'industrie, le volume de cotation et le taux de transformation, selon le temps de cycle, c'est un indicateur avancé qui va globalement vous traduire ce qui va se passer dans 6 ou 12 mois ou 18 mois, selon votre temps de production et votre temps de négociation des affaires. Mais il faut remonter à des indicateurs qui sont bien en amont de la situation de trésorerie. Et donc, c'est là où les outils de pilotage, qui peuvent être très archaïques, hein, ça peut être juste un tableau Excel et des grosses masses, mais un volume de cotation va forcément vous indiquer s'il est en hausse, s'il est en baisse, s'il est faible ou s'il est fort. Ça vous indiquera peut-être une fragilité qui grandit. Donc voilà, donc ça, on peut pas avoir que vous ne ferez pas un diagnostic en disant je suis imbattable, il peut rien m'arriver, il est peu probable. Par contre, ça veut dire que si vous estimez qu'il y a des zones de fragilité dans votre modèle, la réponse à ça, c'est pas de dire je suis fragile, je plie tout. C'est évident que c'est impossible et que ça n'a pas de sens, puisque vous pouvez faire des performances si vous êtes sur un positionnement qui est bon avec des méthodes qui sont bonnes. S'il y a des fragilités sur des paramètres de marché qui échappent forcément, encore une fois, c'est pas une boîte qui a des difficultés, c'est pas un dirigeant qui est non performant, c'est qu'elle doit répondre à son marché, et donc le marché connaît des cycles et il peut y avoir des difficultés. Et du coup, la notion, c'est toujours de quantifier vos marges de sécurité. Si vous avez des zones de fragilité, alors il faut des marges de sécurité en trésorerie. Soit ça peut être des gels de paiement bancaire quand on a parlé de conciliation de mandat ad hoc, ou alors ça peut être des fonds propres qui sont supérieurs. En tout cas, plus vous êtes fragile, plus il faut insuffler de la marge de sécurité en trésorerie et en fonds propres. Et in fine, si vraiment on se retrouve face aux difficultés, alors là, il faut en effet se rendre au tribunal et solliciter de l'aide pour discuter avec des créanciers et étaler pour justement dérouler le plan de performance. Donc, encore une fois, c'est vraiment le modèle économique et le plan de performance qui est la clé, parce qu'on peut aussi aller en mandat ad hoc, et si on n'a pas de solution à raconter, si on n'a pas de plan, ça peut ne pas avoir d'effet. Ça pourrait arriver. On aurait eu du temps, forcément on gagne un peu de temps, mais on peut ne pas produire d'effet bénéfique. Là, je vous présente le cas. Les 3 cas sont des cas qu'on a traités par l'intermédiaire de la région. Et donc, on a été envoyé dans un dossier d'injection plastique pour l'automobile. Le cas là est peu détaillé parce que c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. En fait, c'est une boîte qui était quand même d'une bonne taille avec un nombre de salariés qui était important. Donc, tous les partenaires bancaires, la région étaient au chevet de cette structure-là. Des pertes de 3 millions sur 35 millions de CA. Donc, 3 millions, c'est gros, mais sur 35, on se dit qu'il y a des leviers. Par contre, c'est vrai que l'équipe en place n'a pas mené les diagnostics opérationnels au sein de la boîte, et donc s'est entêté à discuter avec ses banquiers en disant mes difficultés c'est le Covid, mes difficultés c'est le Covid, et donc le seul plan d'action qui était proposé aux créanciers, c'était dans 6 mois ça ira mieux parce que le Covid sera passé et les marchés vont revenir. Si on est dans la boule de cristal et dans l'espoir d'améliorer que le marché s'améliore, c'est pas suffisant. Et donc là, dans ce dossier, bon, les dirigeants
ont présenté des business plans, des plans de remboursement qui ont discuté pendant 24 mois et en fait, à chaque fois, ils reparlaient avec les banquiers en disant bah, ce qu'on avait cru, ce qu'on avait promis, ça ne se passe pas comme prévu. Mais c'est pas, enfin, c'est encore un élément externe qui est venu contredire le plan. Mais ça, c'est vraiment ce que vous devez éviter parce que dans ce cas-là, vous auriez du temps. Ce sera très difficile à gérer. Mais s'il n'y a pas de plan, c'est du temps un peu pour rien. Par contre, il y a d'autres exemples. Par exemple, là, c'était de l'industrie plastique dans le domaine de la cosmétique. Sur le papier, les constats globaux étaient pas très enthousiasmants. Hein. 5 millions de chiffre d'affaires qui tombaient à 3 millions. Une trésorerie nette qui était à 800 000 qui tombait à 334. Clairement, la société se dirigeait vers une impasse de trésorerie. La boîte était plutôt bien positionnée puisqu'elle avait des grands clients dans la cosmétique qui étaient des vrais soutiens. Par contre, le dirigeant regardait la société au global en disant bah, je fais 800 000 euros de pertes sur 3 millions, c'est beaucoup, je vois pas comment je peux m'en sortir. Et en fait, bah, c'est lui qui a trouvé les réponses, on l'a guidé dans la méthode, mais c'est lui qui les a trouvées. C'était de regarder le taux d'occupation des presses. Il avait des presses de 50 tonnes et 1000 tonnes avec des taux d'occupation extrêmement faibles. Et quand il devait chiffrer des nouveaux produits, il disait bah, faut que j'impacte toute ma structure sur les produits que je chiffre. Et au final, il a compris dans sa méthode de pricing que faire payer aux gros clients un taux d'occupation faible, bah, c'était pas viable parce que forcément, il se mettait hors marché. Et donc, il a réorienté un peu sa prospection sur du hors cosmétique pour charger ses grosses presses. Il a eu quelques réussites. Ça a été vraiment du ciblage et du pricing qui lui ont permis de se réorienter. Et en fait, c'est aussi du calcul fin de rentabilité des productions. Et donc, bien que ça perdait 800 000 euros, les quelques productions qui étaient faites sur les deux gros acteurs de la cosmétique, elles étaient rentables. Et donc, il s'avère que cette société allait vers une impasse de trésorerie et qu'elle n'avait pas le temps de rétablir la situation, même si le plan était défini, son temps était insuffisant. Et donc, le fait d'avoir fait un bon diagnostic a permis d'aller discuter avec des acteurs du secteur et la société a été vendue in bonis dans le cadre d'un mandat ad hoc, mais elle a été vendue en gardant 100% des salariés, avec un dirigeant au final qui a cédé sa boîte et qui ne l'a pas fermée. Enfin, je veux dire, c'était très important que c'était une boîte familiale, que la génération qui était en place ne dise pas j'ai fermé la société. Il a fait un adossement et en fait les emplois sont maintenus, la performance est revenue et l'ancien dirigeant continue à œuvrer dans cette structure et tout le monde est content sur la base d'un constat au global qui paraissait dramatique avec 800 000 euros de pertes sur 3 millions de chiffre d'affaires, mais il y avait des zones de performance au milieu de ça et c'est ça qu'il fallait identifier. Il y a un troisième cas pour dire que le diagnostic est important. C'est une société qui fait de la conception, fabrication, installation et maintenance de machines-outils. Elle avait fait 3 exercices de pertes avec des pertes assez faibles, mais qui étaient quand même des pertes. Et il y a eu un retournement de marché qui fait qu'elle a augmenté très fortement ses carnets de commandes. Et en l'espace de 4 mois, elle a fait le double de son de prise de commande qu'elle faisait annuellement les années d'avant. Et donc, elle s'est retrouvée en impasse de trésorerie du fait du BFR. Elle était à 2 doigts de demander des gels et en fait, c'est de bien comprendre, de diagnostiquer et de mettre en place la visibilité claire sur ses performances qui a permis de constater que le positionnement était excellent, il était bon puisque finalement ses clients répondaient très favorablement, qu'elle avait des ressources clés, mais que son pic d'activité allait la coincer en trésorerie. Et à 3 semaines près, elle était en rupture d'approvisionnement avec une campagne de production qu'elle ne pouvait pas repousser. Et au final, c'est ce diagnostic que la société a fait avec le soutien de la région et qui a permis de dire, bah, au final, c'est une discussion avec les banquiers de réseau qu'il faut et pas une discussion avec les affaires spéciales parce que geler l'endettement n'aura pas d'effet. Par contre, aller chercher de la new money sur de l'explication du vrai modèle, ce sera bénéfique. Et donc, c'est là où la société a fait cet effort-là
de présentation de ces chiffres très détaillés. Alors, ça a nécessité du temps, ça a nécessité des réunions, mais les partenaires bancaires ont bien compris le modèle et ont apporté les financements nécessaires. Donc voilà, donc c'est ça que je voulais porter à votre connaissance. C'est vraiment c'est le modèle qui donne les clés de réussite. Et c'est pas que la trésorerie, il faut vraiment identifier le degré de fragilité bien en amont. Très bien, merci beaucoup Aurélien. Je vous ai mis les contacts des différents intervenants que vous pourrez retrouver également dans les supports que je vais vous adresser. Un grand merci à vous tous, Madame Lenoir, Stéphane, Clément, Aurélien pour vos propos. Le mot de la fin, si je peux me le permettre, c'est surtout dirigeants d'entreprise, ne restez pas seuls. Faites-vous accompagner, posez des questions. Il n'y a pas de questions idiotes, bien au contraire. Il vaut mieux poser une question qui finalement sera peut-être un peu hors sujet, mais au moins on aura l'esprit plus clair. Maître mot, c'est ça. Faites-vous accompagner. Il y a tout un écosystème qui est là pour accompagner et maintenir l'activité économique sur le territoire. Je vous propose de clore ce webinaire et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Merci. Excellente journée à tous. Merci à tous. Au revoir.